Bienvenue pour cet après-midi. Donc on attaque la dernière partie du cycle consacré à l'efficacité intralogistique qu'on a commencé hier après-midi. Et donc sur une conférence qui s'intitule « Le grand défi de l'accélération des flux en entrepôt ». Alors, c'est sûr qu'on va aborder un thème un peu incontournable pour faire face à l'accélération justement des flux et éventuellement aussi quelquefois à la pénurie de main-d'œuvre sur certains bassins et sur certaines localisations d'entrepôts. C'est celui de l'automatisation et surtout de la robotisation d'entrepôts. Comment faire son choix, quels sont les facteurs de réussite pour implanter un projet, parce que ce n'est pas aussi simple que ça qui pourrait paraître. Alors pour en parler, on a avec nous Isabelle Badoc, qui est directrice marketing produit Supply Chain Solutions de Generix. Donc Generix, qui est un éditeur de solutions plutôt orienté exécution supply chain et qui a été amené, donc Isabelle, à travailler avec des clients sur de nombreux projets de robotisation dans le cadre de projets de WMS par exemple. Et Isabelle, je te laisse la parole. Je reviens ensuite pour la séance de questions-réponses. C'est à toi. Ça marche le micro? Vous m'entendez? Il faut qu'on t'entende bien fort. Hein. Comme ça, vous m'entendez? Voilà. Ah, ça y est, c'est bon. Ouais. Alors, j'ai pas mes lunettes. Hop, voilà. Bon. Bah oui, effectivement, on constate une accélération des flux en supply chain. C'est plus fort. Vas-y, ouais, comme ça, ouais. Une accélération des flux en supply chain. Et puis, il n'y a pas que l'accélération des flux. Il y a aussi la diversité des éléments que l'on a qui constituent les commandes. Des articles très hétérogènes. Alors ça, fois l'accélération des flux, fois des exigences de consommateurs et des engagements des enseignes à livrer toujours plus vite, bah évidemment, ça met une sacrée pression sur la logistique et sur les entrepôts. Une démultiplication des références aussi à gérer sur les sites. Voilà, et tout ça avec un objectif de satisfaire le consommateur, de le fidéliser, de lui offrir toujours plus de services. Ça veut dire livrer plus vite, les meilleurs produits, exactement où il le souhaite. Et donc ça tire bien entendu les enjeux et les challenges des opérateurs logistiques et notamment de la logistique en entrepôt. Alors nous, chez Generix, on fait du WMS depuis un certain nombre, plus de 2 décennies. Alors ces challenges, on les a connus au fur et à mesure et on a beaucoup travaillé pendant des années sur l'organisation des processus qui, en majorité, étaient exécutés par des humains. Quelques entrepôts avaient mécanisé, donc des grosses mécanisations pour, là aussi, accélérer les flux et puis gérer plus de volume de manière plus industrielle. Et ce qu'on constate, c'est que par rapport à ces nouveaux challenges et cette nouvelle pression sur les flux, on arrive presque à une limite de ce que l'on peut faire en optimisant l'organisation des hommes, uniquement l'organisation des hommes. Alors, qu'est-ce qui se passe en même temps? C'est qu'on va arriver les robots dans les entrepôts. Et là, on se dit, c'est super. Alors, on va voir, il y a d'autres enjeux derrière aussi. Mais il y a des robots, il y a des hommes, il y a des flux très hétérogènes. Et alors, comment on va faire cohabiter tout ce monde-là pour que les robots donnent un coup de main aux humains pour atteindre les objectifs de performance que l'on s'est fixés? On est aujourd'hui plus, parce qu'évidemment, on va tout de suite enlever l'idée qu'un jour, les entrepôts seront 100% robotisés. Ça existe, quelques entrepôts 100% mécanisés, c'est extrêmement rare. Ce qu'on va plus voir, c'est de la cohabitation entre les robots ou les systèmes automatisés et les humains. Alors, je voulais citer un bon exemple, là, parce que dans cette course à la rapidité et au volume et à l'hétérogénéité des commandes, on trouve Amazon. Et même Amazon, là, il dit ouvrir un nouvel entrepôt dans la région de Metz, où il annonce 1000 nouveaux emplois en CDI créés d'ici à, si je vois bien, d'ici à quelques années. Et pourtant, ce centre-là, c'est le 2e centre de distribution d'Amazon le plus automatisé, derrière celui de Brétigny-sur-Orge. Et malgré cette hyper-automatisation de ce nouveau centre, il y a prévu 1000 emplois et déjà au démarrage, 500 CDI qui ont été postés. Ça veut bien dire que ça ouvre aussi une réflexion. C'est quoi les emplois dans un entrepôt, aujourd'hui et demain? Qu'est-ce que l'on va
garder comme opération manuelle à valeur ajoutée, comment on évite justement toutes ces opérations pénibles parce que répétitives ou parce que lourdes de charge, comment ces opérations-là, on peut les confier à des robots qui, eux, ne se soucient pas trop de ces aspects, et qu'est-ce qu'on va garder surtout à faire par des humains. Et surtout, comment on va balancer, parce qu'on va le voir au travers des illustrations des différents robots. Aujourd'hui, les robots sont spécialisés sur une tâche en particulier. Alors, vous avez des robots qui amènent des bacs, vous avez des robots qui poussent des palettes, vous avez des robots qui rangent des colis, vous avez des robots qui prélèvent des produits, qui les mettent dans d'autres bacs. Voilà, il y a plein de différents, mais il n'y a pas un robot qui sait tout faire. Or, dans un entrepôt, surtout dans un entrepôt de retail omnicanal, on a besoin de tout faire parce qu'on a des très gros colis, des machines à laver, on a des tout petits colis. Et pour autant, il va falloir gérer l'ensemble de ce flux. Un seul robot ne pourra pas faire tout ça. Alors, on se dit que oui, il y a cohabitation homme-robot, mais aussi sans doute une cohabitation des robots entre eux, ou des robots, ou des systèmes de convoyage, des automates plus traditionnels. Voilà. Alors le rôle du WMS là-dedans, ou des éditeurs comme nous qui organisons et pilotons ensuite les opérations, ça va être justement de savoir, à chaque cut-off, pour chaque groupe de commandes que l'on reçoit, les regrouper en lots homogènes et décider vers qui au sens humain, ou vers quelle équipe humain, robotisée, en fonction de sa performance, de sa capacité, de son taux d'occupation, vers qui on doit envoyer ce lot de lignes de commande là à préparer maintenant, de manière à assurer une performance globale. La performance d'un entrepôt, ce n'est pas le nombre de pics à l'heure, ça on le voit beaucoup allégué par les vendeurs de robots, le nombre de pics à l'heure, c'est la clé pour eux. Non, la performance d'un entrepôt, c'est le nombre de lignes de commande que l'on sort de l'entrepôt dans la journée, par exemple, ou à l'heure. Donc derrière la préparation, que les robots, sur lesquels on place des robots aujourd'hui, il y a toutes les opérations qui suivent, le packing, le regroupement des colis, l'expédition. Et tout ça, c'est encore peu mécanisé, peu robotisé. Voilà ce que je voulais vous dire sur ça. Alors, pour illustrer le fait que oui, il y a des robots qui arrivent dans les entrepôts, on parle même de déferlante de robots dans les entrepôts. Pour illustrer ça, c'est intéressant de prendre quelques chiffres que l'on trouve sur la toile en ce moment. Alors, ABI Research, déjà en 2019, ils annonçaient 4 millions de robots déployés dans 50 000 sites. Ça fait quand même beaucoup d'entrepôts. Nous, chez Generix, on en équipe 2500. On fait partie de ceux qui équipent le plus de sites de WMS dans le monde. Donc là, c'est énorme. Logistic Matter lui dit 270 000 nouveaux robots en 2021, en une année, dans des entrepôts également. Je ne compte pas ceux qui sont en dehors. C'est un marché qui va tripler à l'horizon de 2028. Donc vraiment une attente et comment on peut dire, un déploiement massif dans les sites. Et puis Gartner, lui, je trouve qu'il a deux chiffres intéressants. Pour bien se figurer, 2025, c'est quand même dans pas très longtemps. On fait tous dans nos entreprises des plans à 2025 en ce moment. C'est la moitié des mouvements logistiques. Alors, pas que la préparation, hein, le stockage aussi, l'expédition. On va en voir une illustration, seront opérés par des robots mobiles. Alors, les robots mobiles, on va voir lesquels c'est. C'est surtout ceux-là dont je vais parler aujourd'hui. C'est les robots, évidemment, qui bougent et qui évitent aux opérateurs de passer du temps à se déplacer. Ça, on sait qu'en logistique, c'est un des éléments avec peu de productivité, on va dire, peu d'intérêt, peu de valeur ajoutée quand on paye des humains pour le faire. Et aussi, un chiffre qui illustre ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'on risque d'avoir des robots qui font tel process et puis d'autres robots qui font tel process, peut-être un convoyeur entre deux ou des humains entre deux. C'est ça, 30% des sociétés auront des flottes hétérogènes de robots. C'est-à-dire là où on assiste, on voit partout dans la presse, telle société a adopté une flotte ou un système Exotech ou AutoStore ou Locus ou je ne sais d'autres. Demain, ce sera pour compléter ma flotte de robots Locus, j'ai pris un système AutoStore pour tel type de commande en particulier. D'accord ? C'est bien important de segmenter les process et les solutions qui vont en face de ces process. Et là, on ne pourra pas mettre de robots, on gardera des personnes. Alors oui, je voulais juste illustrer par quelques exemples que l'on a chez Generix de sociétés qui investissent dans l'automatisation et dans la mécanisation. Donc
pour lesquels on les aide en fait à connecter la gestion d'entrepôt, le WMS, à ces flottes, donc soit une flotte en particulier, soit plusieurs flottes, soit en passant par un système qui lui-même pilote le côté mécanique, c'est-à-dire l'intelligence de déplacement et de prélèvement, enfin l'intelligence du robot. On doit connecter ça au WMS qui, lui, va dire quelles sont les commandes, quelles sont les lignes de préparation de commandes que j'envoie vers tel dispositif. Sachant qu'on ne peut envoyer vers un robot que des lignes de commande pour lesquelles il est habilité à traiter le flux. On ne va pas envoyer une machine à laver, un robot Locus qui vient avec un bac, bien entendu. Donc il y a tout un tri, toute une intelligence à mettre en amont dans le WMS pour faire cette analyse, ce dispatch et encore une fois optimiser les choix d'affectation en fonction des productivités, des capacités bien sûr, et puis de l'utilisation des ressources. L'idée étant d'occuper ces ressources-là le plus possible en continu. Un des drivers clés de la productivité d'une flotte de robots est souvent, donc on l'a dit, le nombre de pics à l'heure, mais pour maximiser ce nombre de pics à l'heure, il faut lui envoyer beaucoup de flux à la flotte. C'est-à-dire si vous étalez les flux tout au long de la journée, il ne va pas pouvoir produire beaucoup de lignes à l'heure puisque vous-même, vous filtrez en amont le volume que vous lui confiez. Et plus vous confiez de volume à un système automatisé, plus son moteur, son intelligence va optimiser l'organisation robotique pour traiter le mieux possible cette masse de volume-là. Donc finalement, il y a toute la question du ROI qui se pose et surtout du dimensionnement du nombre de robots que l'on va positionner sur un site en fonction des volumes, de nombre de pics que l'on doit lui faire exécuter. Voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Alors, pour ça, il y a des cabinets de conseil et des vendeurs intégrateurs de solutions robotisées, mécanisées qui sont experts et qui savent faire plein de projections. Alors nous, on a travaillé avec récemment encore avec quelques enseignes dans le luxe, par exemple, pour mettre en place des robots qu'on appelle Locus Robotics. Vous allez voir une petite image. Également chez un prestataire logistique qui officie pour un pure player e-commerce, on va dire. Et puis dans des business ou des retailers plus traditionnels, chez Stocomanie, on a mis récemment, là on a fini un projet pour connecter une flotte d'AGV et un gros trieur de chez Vanderland. Alors c'est paru aussi dans la presse. Et puis d'autres de nos clients, Leroy Merlin par exemple, dans différents pays, a même investi dans des bras qui prélèvent et qui préparent comme ça les commandes, qui prennent dans des bacs, cette opération de prélever dans des bacs et de déposer dans des bacs de préparation ou directement dans des colis. Donc c'est assez hétérogène aujourd'hui, les types de robots qui se déploient. Il y a peut-être une catégorie dont on parle beaucoup, parce qu'il y a aussi beaucoup de communication. Alors, il faut toujours mettre un filtre. C'est tous ces systèmes, vous savez, avec la structure et le robot qui bouge dans la structure. On a ou au-dessus de la structure, les AutoStore et Exotech notamment, qui ont un double avantage d'ailleurs, c'est aussi de pouvoir massifier, densifier le stockage et donc limiter le volume dont on a besoin pour stocker les produits. Vu qu'on n'a plus besoin d'avoir des préparateurs dans les allées, on n'a plus besoin d'allées, on regroupe tout ça. Et pour le coup, on peut stocker beaucoup plus de références. C'est les robots qui vont aller les chercher et les stocker d'ailleurs. Alors justement, pourquoi on met des robots et qu'est-ce qui accélère en fait ce besoin en robots? Ces différents enjeux. Bon, on a parlé des volumes en unités consommateurs. Et il y a quelques robots, quelques AGV qui déjà existent depuis des années. Donc, les AGV, c'est plutôt des transpalettes sur lesquelles on a mis une intelligence et qui permettent de les guider. Donc, il y en avait il y a très longtemps, ce qu'on appelait des filoguidés. Ils suivaient des fils dans le sol, donc c'est toujours le même schéma. Maintenant, c'est des robots qui savent se reconnaître tout seuls, donc faire des déplacements et surtout naviguer dans un environnement humain. C'est ça un des challenges de pas mal de fabricants de robots, c'est de mettre les niveaux de sécurité suffisants. Donc typiquement, savoir repérer qu'il y a un opérateur qui arrive et s'arrêter, laisser la priorité à l'humain, éviter les collisions entre eux. Mais donc, c'est un gros niveau de challenge technologique pour les robots, de pouvoir fonctionner en environnement humain. Certains robots fonctionnent sans aucun opérateur dans la zone. Si vous prenez les robots Scalog, là, qui soulèvent les étagères, il n'y a pas un opérateur sur la zone Scalog. C'est toujours derrière, là où le robot arrive pour déposer. Les pics de saisonnalité, alors les pics de saisonnalité, on les connaît tous depuis longtemps. Là, ce qui est venu accélérer ou changer un peu la donne, c'est le e-commerce, parce que c'est plus seulement des saisonnalités
Black Friday, Noël, la fête des mères, c'est aussi des saisonnalités à l'intérieur de la semaine. Ceux d'entre vous qui font du e-commerce connaissent ça par cœur. Le lundi et le mardi, on doit passer les commandes du week-end, à moins que l'entrepôt fonctionne samedi, dimanche. On m'entend plus. Ouais. Et donc, il y a un pic de volume énorme à passer sur 2 jours de la semaine. Et ça, d'un point de vue RH, même avec des intérimaires, si tout le monde se met à faire bosser les gens que le lundi et le mardi, on va quand même avoir un petit problème. Donc là, pour le coup, les robots, eux, ils ne se posent pas la question. Quand ils ne bossent pas, ils sont au repos, en charge. Et quand on a besoin d'eux, hop, on déclenche les flottes. Il y a également une pénurie de main-d'œuvre. On sait que les métiers de la logistique et du transport sont peu attractifs aujourd'hui. Alors peut-être que justement, avec ces nouvelles technologies qui arrivent dans les robots, ça donne un petit côté plus fun, plus innovant, beaucoup plus moderne. Je vous raconterai tout à l'heure, j'ai vu travailler des humains avec des robots encore vendredi dernier sur un site. Il y a une vraie collaboration, un vrai souhait des humains d'aider le robot dans sa mission. Et ça peut être intéressant et potentiellement attirer des profils à venir travailler dans ces sites robotisés. Puis c'est aussi moins de pénibilité pour les opérateurs. Ça, c'est un enjeu absolument clé. Peu de formation. On va voir qu'un des facteurs clés de succès des robots, c'est leur capacité à fonctionner avec les humains sans pratiquement de formation. C'est-à-dire c'est tellement intuitif et ils dialoguent avec une ergonomie telle que finalement on comprend tout de suite ce qu'ils veulent et on est en un quart d'heure, peut-être en 1 heure de formation, les opérateurs sont opérationnels avec des flottes de robots. Là où pour faire la même chose dans un même site à la main, il faut 1 à 2 semaines de formation. C'est quand même 1 à 2 semaines transformées en 1 heure de formation, c'est assez exceptionnel. Surtout quand on a des pics saisonniers, des variations de volume, où il y a beaucoup d'intérimaires et beaucoup de turnover sur le site. Il y a aussi un enjeu sur la fidélité des ressources. Plus on va mettre de systèmes d'information et de technologie dans les robots, plus on va avoir besoin de savoir comment on a paramétré ces choses-là, comment ça fonctionne, et être capable aussi d'appréhender les évolutions, que ce soit les WMS ou les robots. On a des roadmaps qui fait que tous les trimestres, on sort des nouvelles fonctionnalités. Et pour que ça bénéficie à nos clients utilisateurs, il faut les compétences chez eux qui soient capables d'appréhender, donc de faire le lien entre le business et nous, les éditeurs ou les offreurs de solutions. Ah bah oui, effectivement, le business m'a dit il y a 3 mois qu'ils avaient un souci sur cette zone de packing. Et là, je vois que vous avez sorti une fonctionnalité qui permettrait de gagner ou de résoudre le problème en question. Donc on a vraiment d'autres profils qui sont à la fois métiers, mais aussi ouverts au système d'information et à la technologie, en tout cas qui n'en ont pas peur, pour vraiment tirer l'essence et toute la valeur que ces technologies-là apportent dans l'entrepôt. Ça serait trop dommage de s'équiper d'une flotte de robots et puis finalement rester sur le même cas d'usage du début à la fin, alors que ces robots qui peut-être font de la préparation peuvent aussi faire du stockage, pourquoi pas le ménage, pourquoi pas plein d'autres choses, déplacer des colis et autres. Ça, c'est un élément de fidélité des ressources et c'est un gros challenge. Resource retention, tout le monde en parle aux États-Unis également. Après, il y a d'autres enjeux qui sont plus liés, notamment dans certaines industries ou chez des prestataires logistiques qui ont besoin d'attirer de nouveaux clients en permanent. Il est évident que de pouvoir montrer un site tout robotisé, enfin bien robotisé, avec des beaux logiciels, des beaux écrans, des beaux racks super propres, où les opérateurs ont l'air contents de travailler là, c'est une vitrine quand même assez forte et qui permet d'accélérer aussi le business pour ces gens-là. Donc il y a l'image innovation des robots, il ne faut pas l'oublier. Et puis enfin, il y a deux choses qui sont intéressantes. Je pense à la logistique urbaine en fait, et éviter un déménagement. Ce qui va derrière, c'est le besoin de localiser des stocks au plus proche des consommateurs pour réduire les délais de livraison, bien sûr, et atteindre des promesses de je te livre en 2 heures ou je te livre dans la même journée. La logistique urbaine, c'est bien, sauf qu'il n'y a pas beaucoup de mètres carrés et que le mètre carré est très cher. Donc évidemment, si on veut proposer plus de produits que le concurrent, il faut pouvoir stocker plus de marchandises que le concurrent. Donc toutes les solutions de densification des stocks, telles que le propose AutoStore ou Scalog, ou Exotec, ou même Scalog, vont évidemment être clés pour pouvoir mettre en œuvre des logistiques en centre-ville, ou en tout cas proche des centres-villes.
Et puis, le foncier, et puis déménager un entrepôt, c'est jamais une opération simple. On a pas mal de clients qui aussi, à un moment donné, se disent plutôt, moi, j'intègre une nouvelle activité ou j'ai ouvert un nouveau rayon dans mes magasins. Donc, il faut que je mette ces nouveaux produits-là, que je les stocke sur mon site. J'ai pas envie de déménager pour autant. Donc, là aussi, on va trouver des options pour pouvoir augmenter les volumes et le nombre de références traitées en y apportant des solutions mécanisées ou automatisées. Alors, juste pour vous illustrer quand même ça c'est Scaleg, les allégations des fabricants de robots, mais c'est intéressant si vous avez besoin de vous donner quelques repères sur les performances. Ce qu'il faut retenir en gros, c'est que ça double la productivité des hommes. C'est-à-dire pour une même tâche, notamment en préparation de commandes, ça double la productivité des humains. C'est ce que dit Scalog, par exemple. Il parle de passer de 200 pics à l'heure à 450 pics à l'heure, sans compter le gain de place et la densité du stockage, bien sûr. AutoStore, alors lui, AutoStore, il annonce, j'ai vu ça sur le net, chez Parton aux États-Unis, c'est qui équipe des restaurants, Parton. Ils ont augmenté la productivité par 5. C'est x5 en productivité. Ça, c'est le chiffre le plus élevé que j'ai vu. Enfin, s'ils ont réussi à le faire, soit ils étaient très mal organisés avant, mais quand même, ça donne des leviers assez intéressants. Chez Locus Robotics, c'est pareil, productivité multipliée par 2. Alors, ils vont même, comme c'est des Nord-Américains, dire qu'ils divisent le nombre d'opérateurs nécessaires pour là où les robots fonctionnent, ils divisent le nombre d'opérateurs par 2. Alors, ça permet soit d'augmenter les volumes, soit de redéployer ces opérateurs qui préparaient sur des fonctions à valeur ajoutée, telles que le packing, par exemple, ou le rangement, ou le slotting. Enfin, il y a plein de choses à faire d'autres dans les entrepôts. Voilà. Six River System aussi, c'est un peu comme Locus Robotics. On ne le connaît pas encore ici, mais je trouve qu'il est assez intéressant. Voilà, alors ce que je vous avais préparé, c'est une petite vidéo pour justement illustrer le fait que à chaque process correspond un robot particulier. Alors, on va faire une petite overview. Là, je vais commenter la vidéo en même temps. Voilà, des différents types de robots. Donc là, vous reconnaissez, c'est plutôt des AGV. Donc eux, ils font quoi? Ils se déplacent tout seuls, ils s'évitent, on voit qu'ils fonctionnent sans opérateur autour. Donc là, ils ont pour mission, cela, c'est de déplacer des produits. Okay, généralement, ça sert à les réapprovisionner, soit des endroits de picking, soit apporter des produits aux tables de packing. Là, c'est des palettes. Et puis là, c'est des colis. Donc c'est les plus petits robots, bien sûr. Donc lui, on le voit stocker, mais avec sa ventouse, il est capable également de sortir le colis dont on a besoin. Donc, vous voyez les petits robots de colis, tout de suite, il y en a beaucoup plus. Voilà, ils montent dans les racks. Donc vous voyez bien que sur un entrepôt typique textile e-commerce, on est complètement dans ce genre d'organisation. Alors ça, c'est les robots type Kiva. Ici, on est chez Amazon, donc c'est des Kiva qui a été racheté par Amazon. Scalog fait la même chose. Donc eux, ils soulèvent des étagères. Donc en termes de densité de stockage, c'est énorme. Il n'y a plus d'opérateurs sur la zone. Et le robot apporte l'étagère à des opérateurs qui, eux, prélèvent dans les étagères pour constituer les commandes. Vous voyez, donc des allées hyper étroites, ça bouge tout seul. En fonction des commandes à préparer, l'intelligence du système, c'est quelle étagère aller chercher. Ça peut même gérer des contraintes de prélèvement telles que des dates, des contrats dates ou autres. Voilà. Il soulève et il amène ça à l'opérateur. Et s'il y a tout un système, on ne le voit pas trop, qui évidemment aide l'opérateur à indiquer le bac, vous voyez, c'est de l'affichage, pour savoir où est-ce qu'il doit déposer. Alors là, on est chez AutoStore. Donc AutoStore, c'est encore plus dense et surtout plus haut, parce que les Scalog ou Kiva sont bien, mais ils ne montent pas très haut. Là, on peut monter presque tout en haut du site, du moment que le robot qui se déplace au-dessus de la structure peut passer. Alors ça, c'est des robots foreurs. Ils vont chercher des bacs et ils descendent les bacs dans des glissières là, aux opérateurs qui se servent dans les bacs pour préparer les commandes. C'est la même chose chez Exotech. Alors, Exotech, ils ne voyagent pas au-dessus de la structure, ils voyagent dans la structure en 3 dimensions. Et de la même manière, ils déposent ces bacs sur des convoyeurs. Les convoyeurs arrivent au niveau des préparateurs. Un troisième système, on est chez Ocado ici, dont on parle beaucoup là, avec certaines enseignes, même en France, c'est des Anglais. Ils vont chercher des bacs et ils amènent les bacs, ils préparent les commandes avec le contenu des bacs. Alors là, on passe sur une autre innovation d'Exotech qui fait les robots Skypod.
Ici, ils remplacent maintenant le préparateur qui avant prenait dans le bac que le SkyPod amenait et déposait dans le bac de commande. Ils ont un bras qui fait ça. Bon, celui-là, il est rigolo parce qu'il grimpe aux étagères. Ici, on est chez Effidence, chez DHL, avec des robots Effidence. On les appelait les robots suiveurs à l'origine. Ils ne font pas que suivre. Effidence sont capables de faire plein d'autres choses. D'ailleurs, ils ont équipé aussi un de nos partenaires pour faire autre chose. Donc là, c'est très pratique. Il n'y a plus à pousser le chariot ou le bac ou le trolley. C'est Effidence qui suit. Ça, c'est Locus Robotics chez Boots. Donc, vous voyez le système. Là, c'est le robot qui vient. Donc, à droite, c'est les nouvelles fonctions. Au lieu d'avoir des préparateurs qui ramassent dans les rayons et qui font plein de kilomètres, on a les robots qui font ces kilomètres, qui se pointent devant le préparateur, dans sa zone, et lui dit mets-moi tel article de tel emplacement dans ce bac-là. Et après, il ramène ça au packing. On disait il y a des robots très spécialisés ici. Ceux-là, ils sont hyper performants dans les boîtes de chaussures. Donc, ils sont capables de reconnaître la taille de la boîte, de les stocker, donc de les ranger les uns sur les autres. Donc, ils analysent vraiment l'environnement et sont capables de stocker ou de déstocker. Et le truc derrière, c'est la zone pour pouvoir prélever plusieurs bacs en même temps. Alors, un peu comme Exotech, le système de prélèvement, celui-là, je trouve plus intelligent encore parce qu'il est capable, vous allez voir, en fonction de la densité et du poids du produit qu'il a à prélever. Vous voyez, celui-là, c'est plus lourd, c'est des ampoules. Hop, il change sa ventouse. Donc, il y a une intelligence d'adaptation. Et alors là, on est aussi dans les ventouses, mais à un niveau colis. Ceux-là, ils sont capables donc, de prendre des colis, de décharger un camion. Il est même capable, vous voyez, celui de gauche, il est capable d'amener lui-même son petit convoyeur à la sortie du camion. Et ensuite, il va faire son système il va décharger tous les colis. Ça, c'est le CountBot de Geodis, donc, qui marche aussi avec un robot efficience. Et puis, alors, il y a des caméras. C'est un robot compteur. Là, c'est pour les inventaires de palettes complètes en entrepôt, sur un bras qui est stabilisé par un drone. C'est pour ça qu'il y a un drone au-dessus. Voilà. Puis, alors, le petit dernier, c'est juste, je les appelais les robots trash, parce que vous voyez, comme ils déposent les colis, en fait, c'est par impact, et donc par inertie. Hop, quand ils cognent, le colis part sur le... Pourquoi pas? Voilà, bon, vous aurez accès en streaming, il m'a dit, vous pourrez regarder ça tranquillement en tant que vous voulez après. Donc vous voyez l'hétérogénéité des types de robots que l'on peut rencontrer et en fait leur capacité, souvent les robots à l'origine sont venus de start-up. Les start-up, eux, ils s'adressent à un besoin parce qu'ils ont rencontré un client qui avait un problème, ils disent ok, toi, ce client, je vais te résoudre ton problème. Alors, si avec un peu de chance, ce problème-là est partagé dans plein d'autres entrepôts, chez plein d'autres clients, ils vont avoir beaucoup de succès. Et puis d'autres, celui des boîtes de chaussures, il va être quand même un peu cantonné à une activité. Après, tout ça, bien sûr, c'est un marché qui risque de se concentrer dans les prochaines années. Alors, les facteurs clés de succès. Je reprends mes petites notes pour rien oublier. Bon, donc le process, on l'a vu, faut pas se tromper. En fait, ce qui est intéressant aussi quand on réfléchit robotique, c'est de pas se dire tiens, je vais remplacer exactement ce que faisaient les humains. C'est-à-dire, j'essaye de copier avec le robot le geste ou le process humain. Il faut repartir du besoin, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on veut faire, avec quelle performance et quel est le process que je peux imaginer, sachant que la robotique offre beaucoup plus de possibilités, en tout cas à moins de contraintes moins de contraintes. En termes de pénibilité, de poids, de kilomètres à parcourir, bien sûr, que l'humain. Par contre, il a d'autres contraintes. Et ça, c'est le... Tant pis, je saute une ligne. Performance, parce que un robot, il faut qu'il évolue dans un environnement, un entrepôt qui n'a pas été conçu pour recevoir des robots. Donc il peut y avoir des problèmes de température, il peut y avoir des problèmes de dalles aussi. Il y a plein de robots qui sont exclus de certains sites parce que soit ils n'arrivent pas à le maintenir clean, c'est-à-dire dès qu'il y a un petit truc au sol, le robot va s'arrêter, tourner en rond. Il y a vraiment des contraintes opérationnelles comme ça qu'il faut pouvoir lever. L'histoire de la température, c'est aussi très important pour les batteries notamment. Donc les performances, même si on voit des x2 en moyenne en productivité, enfin au minimum x2 en productivité, même si le robot convient au process, attention aux contraintes et à son environnement. Pareil, si vous avez un robot qui doit évoluer en environnement humain,
Ça ne va pas être les mêmes normes, ça ne va pas être les mêmes exigences de sécurité que des robots pour lesquels on peut préserver, comme Scalog ou Kiva, où là on préserve une zone dans laquelle ils évoluent tout seuls. L'ergonomie, alors elle est vraiment clé, l'interaction avec les opérateurs, parce que, bon, d'une, il y a des enjeux sociaux, bien sûr, et de deux, il y a des personnes qui pilotent ces robots, qui les entretiennent, et puis dans certains cas, je pense à Six River ou Locus Robotics, il y a une vraie collaboration entre le robot et l'humain, puisque le robot vient vers le préparateur et lui dit « S'il te plaît », c'est écrit en anglais, « Please, prends dans tel emplacement 1 et mets-le dans le bac 3 ». Voilà. Et il dit merci à la fin et après il lui donne même l'info sur quel est le prochain robot qui va venir à lui et pour quelle commande pour qu'il aille déjà devant l'emplacement précis de là où il va devoir faire son prochain prélèvement. Donc, si le robot a l'air sympa, c'est pour ça que j'ai mis le look à la fin, plus le robot a l'air sympa, plus l'ergonomie, son IHM comme on dit, l'interface homme-machine est bien conçue, mieux il sera adopté par les opérateurs en entrepôt. Et ça pourra en faire un véritable levier de fidélisation, voire d'attractivité sur le site en question. Et c'est un des facteurs, un des enjeux qu'on a relevé tout à l'heure. Bon, accompagner le changement, bien entendu, il y a aussi derrière ça la notion des profils. Qui finalement va travailler dans les entrepôts? Est-ce qu'on n'aura que des packers? Est-ce qu'on n'aura que des gens qui iront chercher des produits très encombrants? Ou est-ce qu'on n'aura que des programmateurs de ces robots-là ou des gens pour la maintenance? Ou est-ce qu'on aura, pourquoi pas même, des analystes, des data scientists, voire des ingénieurs en intelligence artificielle pour apporter de la performance et puis utiliser les robots pour encore plus d'opérations et encore plus d'efficacité dans les robots. Le dernier point en termes de facteur clé de succès, c'est plutôt un facteur clé d'adoption à l'origine, c'est le business model en fait, le retour qui apporte le retour sur investissement. On a en mécanisation, on va dire en automatisation, traditionnellement, on vend des systèmes, donc c'est du physique, hein, il y a du matériel à monter, et souvent c'est vendu en licence et c'est vendu une fois, et après il y a de la maintenance et tout ça. Et les Américains sont arrivés par là, notamment, je pense toujours à Locus, qui est un de nos partenaires, avec ce concept de Robot as a Service. On fait déjà le software as a Service, ça vous en avez entendu parler partout. Le Robot as a Service, c'est de la location de robots. Et ce n'est pas seulement la location d'une flotte que l'on a réservée, c'est en plus une capacité, c'est là où ils sont très forts, à recevoir en une semaine de délai 2 fois plus de robots sur le site pour passer un pic saisonnier en particulier. Et puis ensuite renvoyer le robot. C'est-à-dire ces robots sont conçus pour s'auto-intégrer au réseau, c'est-à-dire une fois que le système Locus connaît le plan du site, a repéré les emplacements, sait lire les QR codes qui vont bien pour qu'il puisse se diriger, connaît le process, où est-ce qu'il va se charger, où est-ce qu'il va charger les bacs, où est-ce qu'il doit ramener les bacs, et n'importe quel robot de Locus arrive, il suffit de le plugger au système et hop, il s'inscrit dans le circuit. Il s'inscrit comme un élément supplémentaire. Et le système va lui affecter, comme aux autres, une commande supplémentaire. Ça veut dire que c'est le temps de déballage, d'appuyer sur On, pratiquement, avec le Wi-Fi, se connecte automatiquement et il est opérationnel. Et ça, c'est une vraie révolution en termes de souplesse, de flexibilité. On parle toujours de ça, s'adapter au volume, c'est assez bluffant. Surtout qu'en plus, vous payez que pour l'usage que vous avez des robots. Donc ça, c'est assez intéressant. Ça révolutionne beaucoup de choses, les robots, pas que... Voilà, alors je ne sais pas du tout où j'en suis en temps. Juste avant que tu me poses des questions, en conclusion, je crois que j'ai déjà dit beaucoup de choses. Oui, on se dit que la génération gaming, il est beau celui-là. Hein. Le jour où on en aura comme ça dans des entrepôts, il y a plein de femmes qui viendront bosser en logistique. Hein. Et voilà, pas grand-chose d'autre à rajouter, en espérant que ça remette de la valeur à nos métiers. Merci Isabelle. Je crois que déjà on peut t'applaudir parce que
Tu nous as fait une bonne synthèse, je pense, effectivement, parce que y a des tas de robots qu'on voit comme ça, mais c'est vrai que d'avoir la vue d'ensemble, ça fait du bien aussi. Moi, j'ai une question sur le côté intégration, finalement, parce qu'on ne va pas forcément, surtout pour la robotisation, finalement, c'est pas forcément dans un... C'est souvent dans un entrepôt existant, dans un entrepôt où il y a déjà un WMS, il y a déjà une organisation. Justement, comment ça se passe? Est-ce que comment on travaille avec l'éditeur de WMS, par exemple? Est-ce que ça peut être aussi, il peut être intégré aux discussions de manière, enfin très tôt, justement, dans le choix des robots, savoir comment aussi on va organiser, qu'est-ce qu'il peut apporter? Alors ça, bien sûr, c'est l'idéal d'être intégré très tôt dans le choix des robots. Mais c'est malheureusement pas souvent le cas. On est souvent mis à contribution quand il s'agit de faire les branchements informatiques. C'est pas les branchements physiques, mais en fait mettre en place tous les messages, tous les dialogues qu'il va y avoir entre le WMS, qui lui sait quelles sont les tâches à exécuter par les robots, c'est-à-dire quelles sont les lignes de commande qu'on va leur confier. Et ce robot qui prend, alors il y a autant de cas possibles que de robots, soit on envoie toute une série de lignes, soit on les envoie au fil de l'eau. Certains nous demandent de les envoyer, par exemple, avec un système comme AutoStore. On va même dire il faut déstocker tel bac pour prendre tel produit. Donc lui, il a juste le système de déstockage du bac. Avec un Locus, on lui envoie des lignes de commande et c'est lui qui les répartit sur les robots pour optimiser le chemin, le circuit que vont faire les robots. Donc il n'y a en fait pas de standard. Par contre, oui, à un moment donné, techniquement parlant, tous ces nouveaux systèmes-là fonctionnent avec des API. Donc, c'est vraiment des systèmes en web service. C'est des formats très ouverts. Et on va nous demander, à nous, le WMS, de nous adapter à leurs API. C'est-à-dire que le fait de savoir que quand on parle d'une ligne de commande, elle a tant de caractères et qu'un emplacement, il est dénommé de telle façon, c'est nous qui allons adapter, en fait, les échanges de notre côté. Voilà. Et ça peut prendre très peu de temps. Alors, autant avec des gros systèmes mécanisés assez rigides, ça prend beaucoup de temps. Autant avec des robots, Locus, on démarre maintenant en 6 semaines, on est capable d'avoir fait la connexion et de faire un test. Mais il faut, disons que ça aide quand on va regarder un petit peu du côté de son fournisseur de WMS, quels sont les partenaires qu'il a, parce que c'est déjà pré-câblé, c'est ça, pré-configuré. C'est l'avantage avec les robots, comme on l'a dit, ils répondent à un cas d'usage en généralement et pas 12. Donc ce cas d'usage-là, il est assez stable d'un site à l'autre. Alors il peut y avoir des robots avec plusieurs cas d'usage, il y a des robots qui stockent et qui prélèvent par exemple, mais on s'est modélisé et ce robot, d'un site à l'autre, il va fonctionner pratiquement toujours de la même façon. Et à ces conditions-là, on peut faire, nous, un connecteur avec le robot. Alors, c'est plus un semi-connecteur parce qu'il y a toujours des spécificités sur les sites, mais on a fait jusqu'à 80% du boulot déjà. Et donc, évidemment, nous, on allègue sur des connecteurs avec certains systèmes pour dire à nos clients, si vous prenez ce système-là, on va aller plus vite en termes de démarrage. Qui est souvent un enjeu quand ils se mettent à investir, c'est qu'ils ont vraiment des soucis de productivité. Avec d'autres, on découvrira, mais rien n'est impossible. Après, ça prend juste un peu plus de temps. Oui, parce que la durée de justement, le démarrage là, c'est critique. On voit que justement là, ça peut être quelques mois. Alors peut-être pas sur les gros systèmes type AutoStore, gros, on s'entend bien, mais sur des robots, à partir du moment où on a trouvé l'usage et qu'on a bien réorganisé. On sait exactement où on va, ça peut aller très vite. Oui, c'est ça, c'est le gros avantage. Alors si on parle de rapidité de mise en œuvre, ça veut dire coût de mise en œuvre réduit, bien sûr, ça joue aussi. Robot as a service ou sans engagement pratiquement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on facilite aussi le test de différentes technologies pour être bien sûr que ces technos soient absolument adaptés au processus, voire... les changer de zone ou les découvrir en fait, découvrir en marchant, ça se fait. Ça aussi c'est une condition pour aller vite aujourd'hui en logistique, c'est tester, tenter. Ok. Est-ce que dans la salle on a des questions sur cette problématique de la robotisation en entrepôt, sur les facteurs de succès, sur les choix? On a justement
Isabelle qui peut nous répondre avec son expérience, il faut en profiter. Moi, j'ai encore une question sur le côté, comment dire, intégration justement avec cohabitation avec les opérateurs. On a l'impression que, enfin là, je sais pas, tu disais que tu avais visité là, un entrepôt avec les robots Locus. Donc les robots Locus, finalement, ils attendent que quelqu'un les aide, quoi. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a un côté presque, on joue sur le côté humain parce que finalement le robot. Enfin, il s'en fout, mais par contre, il y a quand même, ou un côté ludique, je ne sais pas, mais qui fait qu'il y a une motivation de la part des opérateurs d'aider le robot. C'est assez étonnant quand même. Moi, ça m'a bluffé, en fait, c'est vraiment ça. C'est-à-dire, pour nous faire la présentation sur le site de comment fonctionnent les robots, le responsable du site qui nous faisait la visite est obligé de dire à ses opérateurs qui passaient « Ah, tu me le laisses celui-là, tu me le laisses ». Donc le robot, il attend. Quand il est en orange, c'est qu'il faut lui mettre un colis dedans. Enfin, il veut lui mettre un produit dedans. Et donc il est obligé de demander à ses opérateurs « Ah non, laisse-moi, laisse-moi ». Et en fait, le temps qu'on se retourne pour qu'il nous explique par où il passe, quand il y en a un qui le bloque et tout, qui cherche son chemin, en fait, l'autre avait disparu parce qu'il y en a un qui passait par là et qui était allé libérer le robot. Et vraiment, on sentait que les opérateurs, ils n'ont qu'une envie, c'est de libérer les robots, enfin, de les faire passer au vert. Et je ne sais pas si c'est aussi une question de couleur. Ils ont peut-être fait des analyses sur l'impact de la couleur sur le cerveau. Et vraiment, il y a aussi, ce qu'ils nous racontaient, une fierté des opérateurs en entrepôt à collaborer, à montrer qu'ils savent collaborer avec ces outils-là. Si on a vu le Kanbot, c'est chez Geodis qui nous expliquait ça. Le Kanbot, il fait son inventaire, mais ce robot-là, il est aussi capable de suivre les opérateurs. Et donc, lors d'une présentation, l'opérateur était super fier de marcher et d'avoir son robot qui le suivait. Il était comme son chien, enfin, c'était son robot, il le suivait, il pouvait mettre ce qu'il voulait dedans. Le Kanbot, il y a personne il suit personne, il fait son inventaire tout seul. Mais il y a vraiment un sentiment. Autant le robot, lui, il peut attendre des années, il s'en fout complètement. Mais les opérateurs ont un sentiment avec ces robots. Pour ça, je dis que le look, il est important. Enfin, en tout cas, sans doute, il y a l'aspect nouveauté. Après, il faut pouvoir le faire dans la durée, quoi. C'est ça, pouvoir faire cohabiter. Je pense que c'est aussi ça la difficulté, voir un peu comment on répartit les tâches. Est-ce que sur la partie plus... tout à l'heure, tu disais, les tâches, les robots, c'est souvent multitâches. Et à un moment, alors je ne sais pas si je t'ai bien comprise, mais tu as dit qu'on pouvait aussi envisager de faire d'autres tâches à des robots, y compris le ménage dans l'entrepôt. C'est bien ça que tu as dit? Oui, bah ça c'est... Il y a des choses comme ça qui sont envisagées en entrepôt, parce que c'est vrai qu'on peut se dire, il y a des robots... Alors, il y a le robot as a service, là on se dit bon bah finalement il arrive que quand on en a besoin, mais c'est vrai qu'il y a des robots qui vont être là éventuellement pour des pics d'activité, mais qu'on pourrait utiliser pour d'autres tâches. Il y a aujourd'hui des fabricants qui réfléchissent à ça, à faire des robots un peu multitâches dans l'entrepôt. Alors, effectivement, le robot qui nettoie le site même en permanence, on en a déjà chez nous, des robots mais ça, c'est aspirateurs. des robots spécialisés dans mais ça peut être les mêmes à partir du moment où il sait se guider dans l'entrepôt. Il suffit de lui effectuer une mission où il va suivre un circuit en poussant, je sais pas, un grand balai. Moi, je sais pas quel est le moyen qu'il faudrait inventer, mais pourquoi pas, oui, c'est tout à fait envisageable. On imagine très bien, mais ça se fait déjà, des robots qui font des mouvements de slotting pendant la nuit, par exemple. Tout seuls, ils vont aller déplacer des palettes, des AGV, ils vont déplacer des palettes. Et comme ça, on a tous les avantages. Le lendemain matin, on a les pickings bien nickel, avec tous les produits dessus. Et finalement, ça s'est fait tout seul pendant la nuit. Donc oui, il y a plein de cas d'usage. Je pense qu'on va en découvrir encore. Les robots qui stockent aussi. Locus est capable d'amener les bacs à des préparateurs, plein de produits pour que ces opérateurs les stockent. Il n'y a plus besoin de partir avec son chariot et puis d'aller mettre dans les cases. Donc... Et encore d'autres qui arrivent, bien sûr. Hein. Donc le Locus, le principe, c'est toujours quand même qu'il vient taper sur l'épaule de l'opérateur pour dire est-ce que tu peux faire ton boulot. Il est collaboratif, c'est exactement ça. On a une question. Oui, bonjour madame. Je voudrais savoir, moi, en termes de maintenance, de durée de vie des batteries... Un peu plus fort, s'il vous plaît. Oui, bonjour. Je voudrais savoir,
La maintenance d'un robot, vous l'incluez dans les coûts, les batteries durent longtemps, comment ça fonctionne tout ça après derrière? Une fois qu'on a le matériel, il faut l'entretenir. Ça représente quoi? Alors, moi, je ne vends pas de robot, et puis sans doute chaque constructeur vous donnera son avis, mais en tout cas, dans l'approche Robot as a Service, oui, bien sûr. Je pense que si c'est comme un service, c'est inclus dedans. Le gros avantage d'une flotte de robots, c'est que s'il y en a un qui est off pour maintenance, les autres continuent de fonctionner. Là où un système mécanisé, par exemple un trieur, un convoyeur-trieur, quand il s'arrête, il s'arrête, on n'arrête pas une gare. Donc là, c'est vraiment aussi un des atouts de pouvoir... On a toujours quelques robots d'avance quand on a des robots, pour les pics, mais aussi au cas où il y en a un qui ne fonctionne pas. Donc ça, voilà, il y a une question de dimensionner la flotte et puis de prévoir les opérations de maintenance. Les batteries, c'est pareil, selon les... C'est des éléments techniques à analyser pour choisir le constructeur, enfin le bon provider, oui. Des performances comme ça. Oui. Une petite dernière question pour la route? Non? C'est clair? Non, dernière question. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question concernant, d'après votre présentation, on voit toujours le fait qu'on a toujours des opérateurs qui interagissent avec les robots. Qu'est-ce que vous pensez d'une gestion supply chain à 100% automatisée? C'est-à-dire on n'a pas du tout des opérateurs, tout est automatisé de A à Z. Est-ce que c'est quelque chose que vous faites, que vous avez déjà eu à faire, ou bien ça reste quand même aujourd'hui un défi dans la logistique? Alors, avec des robots comme ça, on n'y est pas parce que les robots n'ont pas un scope assez large de fonctionnalités aujourd'hui, enfin de tâches qu'ils peuvent faire. Par contre, oui, on a des clients qui ont des entrepôts complètement automatisés. Ça ne veut pas dire qu'il y a absolument zéro opérateur, hein, mais c'est complètement automatisé. C'est-à-dire qu'une palette est déchargée d'un camion. Alors, c'est plutôt pour des sites qui vont faire de la préparation de colis, moins pour le e-commerce. Hein. Une palette elle rentre dans un transstockeur. Quand il y a besoin de préparer, ça déstocke la palette. Ça arrive à des gares de tri. Donc, il y a des bras qui peuvent défaire les colis et les mettre sur un convoyeur-trieur. Au bout, il y a un bras qui prend et qui monte les palettes. Ça va passer souvent dans des buffers. Un convoyeur amène ça au quai d'expédition. Et on a vu le robot tout à l'heure qui est capable de charger. Donc, avec une combinaison mécanisation, automate et robot, oui, on doit pouvoir arriver. Mais plus pour de la palette et du colis, à mon sens, aujourd'hui. Parce qu'en e-commerce, il y a quand même les opérations de packing, de calage, qui, même s'il commence à y avoir des solutions, surtout le calage, c'est un peu délicat. Couper, il y a des solutions mécanisées qui existent hein, pour couper les cartons juste au niveau de là où arrivent les produits dedans. Et puis qui rétracte un film et qui pose la coiffe, et puis après il y a l'étiquette qui vient toute seule, ça aussi, ça se mécanise. Ça coûte encore assez cher. C'est aussi une question... Enfin, ces gros systèmes mécanisés, là, si vous le mettez en place, c'est que vous avez beaucoup de volume à y passer. Ça n'a pas de sens pour... Justement, c'est pas scalable. Il faut un minimum de volume pour que ce soit rentable. Donc oui, ça existe, encore très très peu. Et c'est pas sûr que ce soit la meilleure rentabilité. Et puis nos clients, ils ont plus envie en ce moment de tester des choses très souples. C'est pour ça que les robots marchent bien. Hein. On peut en ajouter, on en enlève. Ouais. Ça répond vraiment aux besoins d'aujourd'hui, ça. Et puis ceux qui permettent de densifier le stockage aussi. Ouais.